Mais à partir du moment où on aura un qui sait, il suffit de prendre la ligne de code et le mettre dans 1 million de robots et les 1 million savent instantané. La révolution viendra justement du fait qu'on va raccourcir le temps d'apprentissage de 20 ans à 1 minute. Patrick Mermoux, bonjour. Bonjour Roman. Comment tu vas? Écoute, on va dire que mieux ce sera insupportable. Mieux ce sera insupportable. Quelle est la phrase du jour? On en a parlé tout à l'heure, ça a trotté un peu dans ma tête. J'en ai une que j'aime beaucoup, c'est que le manque de chance est une faute professionnelle grave. Parce qu'on engage toujours sa responsabilité et puis elle se traduit par cette phrase qui finalement dit bien ce qu'elle veut dire, c'est que le manque de chance est quand même un engagement personnel, donc c'est une faute professionnelle grave. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre le concept. Non, faut que tu me l'expliques là. Manque de chance. Alors, si tu n'as pas de chance, c'est que c'est de ta faute. Alors, oui, on engage sa responsabilité parce qu'on dit toujours que l'énergie suit la pensée. Donc, en fonction de comment je suis aligné avec moi-même, etc., comment je suis en train de tenir mon fil, eh bien, j'interfère. Donc, voilà, je suis partie prenante à la vie. On dit qu'on est les capitaines de son destin, les acteurs de sa vie, donc ça va avec. Donc, effectivement, on engage sa responsabilité et quand ça tourne bien, ben, on a sa responsabilité. Comme quand ça ne tourne pas, on est aussi dans sa responsabilité. Donc j'avais bien compris. Voilà. J'ai de la chance, j'ai bien compris. Effectivement, moi je pense aussi qu'on est responsable de, en parenthèse, tout ce qui nous arrive. Et puis l'essence même de dire qu'on a des responsabilités, qu'on a le choix sur les actions qu'on mène. Effectivement, ben, si quelque part après on dit on a de la chance, c'est qu'on l'a provoqué aussi, quoi. C'est ça. Ouais. Donc totalement, ouais. Donc excellent. Patrick, on va commencer en fait de te poser la question pourquoi tu es dans la coopérative et pourquoi tu as rejoint la coopérative. En tout cas, moi je sais pourquoi je t'y ai invité. C'est qu'on a eu la chance de se croiser il y a quelques années, plusieurs années en arrière à l'EPFL. On peut parler de décennies. Décennies, ouais, pour nous rajeunir. Et dans ce sens-là, je sais que tu as toujours été quelqu'un qui explore, qui part à l'aventure, qui recherche et qui est ouvert sur beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, c'est-à-dire la technologie également. Et puis ben, l'intelligence artificielle aujourd'hui amène de grands changements. Et puis tu as tout de suite répondu présent en fait. Et maintenant, je veux savoir en fait pourquoi toi, tu as cette idée et tu as eu quelque part envie de nous rejoindre. Ouais. Alors, bon, dans mon parcours d'entrepreneur, ça fait à peu près 30 ans que je développe des solutions informatiques. Donc, je suis déjà, je dirais, dans le domaine du digital et de l'informatique, pas pour en faire des logiciels ou des outils extérieurs, mais vraiment pour des outils intérieurs. Donc, j'ai toujours eu, depuis près de 30 ans, un informaticien à mon côté. Et puis, j'ai toujours pensé qu'effectivement, la technologie était vraiment un outil qui était indispensable. Maintenant, avec l'accélération, je dirais, de ces dernières années, ben, il n'y a pas photo. Moi, je me rappelle toujours que j'étais en Namibie en décembre 2023, dans un lodge, quand il y a un Chinois qui me parlait de l'intelligence artificielle, ChatGPT. Et puis, il était complètement foufou. C'était un petit peu comme quand j'avais découvert Google AdWords il y a 20 ans en arrière. Et puis, ben, revenant de vacances, j'ai commencé à regarder ce que c'était. Puis, j'ai été effaré de la puissance déjà à l'époque de l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'on est des utilisateurs d'intelligence artificielle depuis la première heure, c'est-à-dire décembre 2023. Et puis, on n'a pas arrêté de se développer là-dessus. J'ai un fils qui a fait un master en robotique à l'EPFL, donc qui est aussi dans la technologie et qui est très intéressé aussi par ces outils-là. Puis quand tu m'en as parlé de l'idée de faire la coopérative, ben, on a échangé et puis ça a matché tout de suite parce qu'effectivement, ben, on se rend compte que l'intelligence artificielle, c'est vraiment des outils qui sont importants aujourd'hui et demain, que ceux qui ne les utilisent pas, j'ai envie de dire, vont être des humains, on parle d'humains augmentés avec l'intelligence artificielle, puis ceux qui ne sont pas augmentés, j'ai envie de dire, ils sont diminués. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'intelligence artificielle dans le quotidien, ça va même s'accélérer dans le futur, aussi avec la robotique, les humanoïdes qui non seulement vont embarquer de l'intelligence artificielle, puis on se rend bien compte qu'avec ça, ben, il faut quand même cadrer un peu, il y a une question d'éthique, il y a une question d'utilisation, il y a une question de mise en place.
Et puis, c'est une transition, c'est un bouleversement. Il y a, je ne sais pas qui c'est qui m'avait dit ça, le bouleversement de l'intelligence artificielle, il est aussi important que lorsque l'homme a découvert le feu. C'est-à-dire, il y a des milliers d'années en arrière, ça a bouleversé sa morphologie parce qu'il a pu manger de la nourriture qui était cuite. Il a pu prolonger la journée au-delà de jour-nuit, jour-nuit, parce qu'avec la flamme, on avait de la lumière. Et ça a bouleversé l'humanité. À l'époque, uniquement avec l'arrivée du feu, on domestique le feu. Puis aujourd'hui, je pense que l'intelligence artificielle, c'est pareil, ça va complètement métamorphoser, je dirais, le futur, avec des éléments positifs et d'autres qui font un peu plus peur. Voilà, je pourrais parler longtemps, mais je vais terminer ma réponse là-dessus. Une chose que je trouve très intéressante, c'est que j'ai entendu cette comparaison hier, qui m'a aussi beaucoup parlé, c'est qu'on compare l'intelligence artificielle à, je dirais, la venue de l'électricité. Et l'électricité, au tout début, on l'utilisait pour faire de la lumière. Et aujourd'hui, quand on réfléchit en fait comment l'électricité a bouleversé notre usage au quotidien, que ce soit le chauffage, que ce soit la technologie, que ce soit d'autres choses qu'on utilise avec l'électricité, on pourrait difficilement se passer d'électricité dans une société moderne. Puis pour moi, l'intelligence artificielle, j'aime bien dire que l'Internet, pour moi, ça a bouleversé certaines choses. C'est une sorte de révolution, l'Internet. Mais on dit qu'à l'intelligence artificielle, ça va être 10 fois plus important et ça va aller 10 fois plus vite, en fait. Mhm. Et, Et un côté exponentiel, c'est vrai que ce qui est choquant avec cette intelligence artificielle, c'est que on a tous vu des caissières se faire remplacer par des caisses automatiques. On a vu du personnel dans les fermes diminuer grâce à l'industrialisation et à la machine. Puis aujourd'hui, de dire qu'on peut remplacer bientôt un notaire, un avocat, un banquier, un assureur, des gens à haute valeur ajoutée, c'est ça le bouleversement de l'intelligence artificielle. Et puis il y en a un autre, un exemple que je prenais qui est assez incroyable, c'est que chaque humain, ça dépend le niveau d'études, mais passe entre 10 et 20 ans de sa vie à l'apprentissage. Alors, celui qui va faire un métier manuel, c'est un petit peu plus court. Celui qui va faire médecine, c'est un peu plus loin, surtout s'il fait des spécialités. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on entraîne des humanoïdes de la même manière qu'on entraîne des humains. On va mettre 3, 4, 5 ans à créer un humanoïde chirurgien, un humanoïde nettoyeur, un humanoïde mécanicien, etc. Mais à partir du moment où on aura un qui sait, il suffit de prendre la ligne de code et le mettre dans 1 million de robots et les 1 million savent instantané. Et la révolution viendra justement du fait qu'on va raccourcir le temps d'apprentissage de 20 ans à 1 minute. Et c'est ça le bouleversement qui nous attend, le raz-de-marée avec l'intelligence artificielle et la robotisation, quoi. Chaque discussion avec toi, on va avoir faire plus que 20 minutes, mais moi j'ai entendu ça hier avec les voitures autonomes. Je suis en train de regarder un reportage de 60 minutes là sur YouTube. Et puis ce qu'il disait, c'est que là, en fait, l'apprentissage des voitures autonomes, ils sont en train de parcourir là pour Waymo 2 millions de kilomètres par semaine, alors qu'un chauffeur va parcourir 700 000, quoi, je ne sais plus exactement combien de kilomètres, mais 700 000 dans une vie de taxi en fait. Et en fait, comme tu disais, l'apprentissage qui est distribué dans les différentes machines, les différentes voitures, c'est comme si tu avais la connaissance de 2 millions. Et puis c'est vrai que lorsqu'il y a quelque chose qui arrive à un véhicule qu'on n'a pas prévu, ça va être rentré dans le logiciel. Dit, la prochaine fois que tu as, je sais pas, un animal, tu vois un animal courir depuis la droite, tu calcules le nombre de chances qu'il arrive devant toi. Et puis peut-être que là, si c'est rentré dans le logiciel, c'est quelque chose à laquelle tu vas faire attention. Alors que si ça t'est jamais arrivé, tu vas peut-être pas le voir et il y aura peut-être un accident. Oui. Et les millions de véhicules instantanés seront formés à la problématique de l'animal qui traverse la route. Exactement. Et de manière instantanée, c'est ça la folie. Exactement, c'est exactement ça. On va revenir d'ailleurs sur le nettoyage et les robots, je trouve ça très intéressant. Je voulais juste encore rebondir sur une chose par rapport à Paco, ton fils, qui est également dans la coopérative. Je me suis posé la question, en fait, quand il a fait son master en robotique, il avait déjà l'idée de rejoindre EcoDeNet ou ça n'a rien à voir? Alors, pas du tout. Et c'est là où je trouve les étoiles s'alignent quelque part, où les grands esprits se rencontrent. C'est que quelque part, on pourrait dire que c'était prédestiné. Et que ton fils, finalement, fasse un master en robotique et actuellement, il est en Chine pour trouver des fournisseurs ou en tout cas découvrir le monde des robots. Et puis qu'on puisse l'utiliser chez EcoDeNet, dans la société que tu diriges, on a l'impression que tout ça, c'était prémédité.
Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que le manque de chance est une faute professionnelle grave. J'aurais envie de dire qu'on est constamment court de vue. Ça veut dire que nous, on est capable de voir en fonction de notre cerveau, mais notre cerveau, c'est absolument rien du tout par rapport à l'univers. Et l'univers est bien mieux organisé que nous, c'est beaucoup plus de choses que nous, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez surprenant comme ça s'est passé, parce que les deux garçons qui ont rejoint l'entreprise, parce que le frère Théo a aussi rejoint l'entreprise, mais ils n'étaient pas du tout destinés à ça. Ils ont chacun choisi des passions. Un, c'était plutôt le marketing et HEC. L'autre, c'était plutôt la robotique et les PFL. Et puis, ils ont fait leur choix. Puis, à un moment donné, je leur ai posé la question en leur disant, mais si vous aimeriez rejoindre l'entreprise, il ne faudrait pas attendre trop longtemps pour vous décider, parce que une fois que le train aura passé, il aura passé. Puis, ils ont gardé ça en tête pendant 2 ans. Et puis ils sont venus vers moi en me disant, écoutez, je crois que oui, on veut te rejoindre, etc. Puis quand ils sont venus, ils ne sont pas du tout venus dans l'idée de venir avec leurs compétences, mais ils étaient intéressés au développement de l'entreprise elle-même, parce qu'on parle de la technologie, mais nous, on est humain aussi. Donc on met ce qu'on appelle l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, et puis on s'inspire de la pédagogie de Maria Montessori, qui est complètement des pensées humanistes. Donc on voit qu'on marie l'humanisme avec, je dirais, la technologie. Et eux étaient intéressés par le côté plutôt humain et plutôt la nature de l'entreprise. Puis finalement, lorsqu'ils ont rejoint, on s'est posé la question par rapport à la robotique. Bon, d'abord, moi j'avais le développement d'informatique, donc Paco a pu reprendre cette partie-là parce que moi j'étais aussi débordé, je ne peux pas tout faire. Puis tout d'un coup, on a vu arriver les robots, on s'est posé des questions. Et puis effectivement, on installe notre premier robot au 1er juin dans un établissement scolaire pour des salles de gym. Et puis effectivement, Paco est actuellement en Chine pour visiter puis découvrir le monde de demain. Et quand tu parles de voitures autonomes, il a été dans les voitures autonomes à Shenzhen. Je veux dire, c'est incroyable, pas de chauffeur, rien du tout, etc., quoi. Et puis voilà, ça s'est donné comme ça, mais pour l'un pour l'autre, c'était vraiment, on était court de vue, et puis les planètes s'alignent, comme tu dis, et puis voilà qu'ils sont dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que on a pensé qu'on serait pas touché avec la robotique dans le nettoyage. Puis en réalité, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais non, alors on a vu qu'il faut qu'on se prépare rapidement, parce que le train est déjà parti. Ça devient une histoire familiale, en fait, si les deux fistons, puis toi, vous vous retrouvez Oui, là après. je rajouterais, c'est une histoire familiale, mais c'est surtout une histoire humaine. Pourquoi? Parce qu'avant les deux garçons, il y a des gens qui sont dans l'entreprise depuis bientôt 20 ans, qui ont leur place, et puis on n'a pas un système hiérarchique, etc. Chacun a un rôle à jouer, et puis le rôle de Paco et Théo, c'est des rôles importants à jouer, mais ils viennent se mettre à côté de tout le reste comme le mien. Moi, j'ai un rôle à jouer, je suis le gardien de l'entreprise, mais sans les collaborateurs ou l'équipe, moi, je ne sers à rien. Donc, ce n'est pas un succès personnel, c'est un succès, je dirais, d'entreprise et d'équipe. Moi, ce qui me fait sourire et puis me motive, c'est que EcoDeNet, de l'extérieur, on se dit, voilà, une entreprise de nettoyage, en quoi c'est intéressant finalement. Et j'ai toujours trouvé que tu es plus qu'un entrepreneur, tu es plus qu'un directeur d'une entreprise de nettoyage. Je pense que tu as un côté visionnaire, que ce soit le côté humain, justement la gestion humaine avec Montessori ou Carl Rogers ou d'autres pensées. Et tu as aussi cette vision, cette ouverture, comme je disais. Donc, pour revenir en fait à EcoDeNet, c'est clair que moi j'ai la même vision que toi. Les gens ils disent ouais, mais il y a des métiers finalement qui ne vont pas être touchés. Et moi je pense que tous les métiers sont touchés. Complètement. Je défie encore aujourd'hui un métier qui ne serait pas touché, je défierais parce que je pense que tous les métiers vont être touchés. Puis toi, en fait, si on vient proprement dans l'intelligence artificielle, l'impact qu'elle a sur la PME, alors toi, tu es avant-gardiste et tu prends le taureau par les cornes et tu parles du train qui passe et de sauter dedans. Et moi, j'étais à l'aéroport de Zurich la semaine passée, je t'ai envoyé une vidéo d'ailleurs, et puis j'ai vu ces robots autonomes, et puis il y a une scène qui m'a particulièrement frappé, c'est que j'ai vu le robot arriver, il y a des gens qui étaient assis face à face, comme on voit dans les aéroports, et puis le robot autonome, il passait entre les gens devant, en faisant attention aux affaires de chacun, puis je me dis, mais un être humain qui voit des gens aussi serrés, il se dit, j'ai pas l'espace pour travailler, je vais pas nettoyer là en attendant que... Et là, je me suis dit, le robot, lui, il n'a pas à réfléchir. Lui, il se dit, j'ai la place pour passer, il passe. Et je me suis dit, c'est intéressant. Et toi, tu vois comment, en fait, cet impact de l'IA des robots dans ton entreprise?
Aujourd'hui, dans les discussions qu'on a, dans certains endroits, les robots sont payés qu'avec l'économie de l'absentéisme. Donc c'est quand même pas peu dire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il y a 2 heures de nettoyage quotidien qui peut être fait par un robot ou 700 mètres carrés, eh bien, le robot, il est plus performant, moins cher. Et puis, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il a une capacité de nettoyage, je parle du robot comme tu as vu à l'aéroport, de 20 000 mètres carrés par jour. Donc, il a une station, il va aller se charger en électricité, il va aller chercher de l'eau propre, il va jeter l'eau sale, il va chercher du produit, et il part et il nettoie non-stop. Donc, ça veut dire qu'on arrive à offrir aux clients une diminution des coûts, dans certains cas de 30, 40, 50 à 100%. Et on peut augmenter le nettoyage par 10. Je prends l'exemple, on va installer un premier robot, je dirais à Romont au 1er juin. Aujourd'hui, les salles de gym sont nettoyées 3 fois par semaine. Là, on va passer à un nettoyage 2 fois par jour, pour moins cher. Donc, non seulement on augmente la possibilité du nettoyage et on diminue les coûts. Et puis, un des arguments qu'on a entendu de la part des gens qui étaient sur place, c'était waouh, lorsqu'un nettoyeur sera malade un samedi dimanche, j'aurai pas besoin d'y aller parce qu'avec mon iPhone, je peux lancer le robot. Donc non seulement il y a une question d'économie d'argent, il y a une question de travail supplémentaire qui est fait sans surcoût, et puis surtout, il n'y a pas de problématique d'absentéisme, il y a une disponibilité et un confort. Donc on est dans ces mondes-là. On voit maintenant, il y a des petits robots qui sont en train de se mettre en place, qui sont des robots aspirateurs, un peu comme ceux qu'on trouve à la maison au niveau domicile, mais qui sont beaucoup plus sophistiqués parce que quand nous on parle de robots, le robot par exemple typiquement d'un aéroport, sa valeur c'est entre 30 et 60 000 francs. Donc on n'est pas avec un gadget, on est vraiment avec des machines qui ont des radars, qui ont des vidéos, qui filment le plafond, qui filment le sol, qui analysent les tâches au sol, qui arrivent à déterminer le poids de la brosse. Il peut faire un poids jusqu'à 70 kg sur la brosse, il y a une grande tâche. Il peut revenir. Lorsqu'il passe, il va peut-être voir effectivement quelqu'un dans un aéroport qui a arrêté avec une valise, il va lui tourner autour. Puis il a une caméra, il a un œil qui traîne. Au moment où la personne se lève, le robot, hop, il revient et puis il va nettoyer la place qu'il n'a pas pu faire parce qu'il y avait quelqu'un. Donc aujourd'hui, il y a de l'intelligence qui est embarquée, il y a des capteurs, il y a des vidéos, et il y a vraiment une capacité d'organiser son travail. Donc effectivement, plus de nettoyage pour des coûts de moins qui sont financés par l'absence d'absentéisme, et puis une qualité de nettoyage qui est supérieure à l'homme, ben Euh, voilà. la question qui me brûle, c'est que je sais que toi, tu as un côté euh, très humaniste en fait, Oui, c'est très centré sur le bien-être des collaborateurs et puis de l'élément humain. oui. Et en même temps, tu nous partages quelque part ton enthousiasme sur le futur de la robotisation qui, quelque part, élimine une partie du travail de l'humain. Comment tu vois ce changement auprès de ton entreprise? Parce que d'une manière étendue, tu touches quand même 2 à 3 000 personnes, je pense, d'un point de vue emploi. Alors nous, on a 400 postes internes. Après, il y a tous les postes qui sont induits à gauche, à droite, etc. De manière globale, il va y avoir une transformation de la société, c'est inévitable. Parce que nous, on voit bien dans nos métiers, ben, typiquement, on parle de ces fameux robots qu'on voit aujourd'hui dans les aéroports. Ils ne font pas tout. Ils ne vont pas faire le nettoyage des sièges. Des fois, les pourtours, il faut aller les faire. Mais ils participent et ils aident à une grande partie du travail qui est rébarbatif, qui est compliqué, qui est pénible, etc. Maintenant, je dirais, ben, le côté humain, je pourrais dire, ah ben, moi j'aime les humains, puis je veux pas qu'ils perdent leur emploi, donc j'utilise pas les robots, etc. Et puis dans 2 ans, 3 ans, c'est moi qui disparais. Donc à quelque part aujourd'hui, il faut savoir vivre avec son temps. Donc aujourd'hui, il y a de la technologie, il y a aussi le côté humain qu'on peut développer, etc. Voilà, ça fait bon ménage. Donc nous, on va continuer à croître. Je prends par exemple un exemple qui est la comptabilité chez nous. On a un programme, je ne veux pas parler du nom, mais on a un programme qui tous les matins à 5 heures va relever les données bancaires auprès des instituts, rapatrie toutes les données, acquitte les factures, les fournisseurs, met en comptabilité analytique, etc. Puis à 7h30, quand le comptable arrive dans l'entreprise, ben, il a 3 lignes de ce qu'il n'a pas pu faire.
puis tout le travail a été fait avant. Donc aujourd'hui, le comptable, il n'a pas diminué son temps de travail, mais il est en train de mettre en place une comptabilité analytique, il fait du contrôle interne, il va faire des tableaux un petit peu plus précis, etc. Donc ce temps qui est redevenu disponible est utilisé pour offrir de plus. Et pour nous aussi, aujourd'hui, on voit qu'au niveau des prix, il y a comme une pression sur les prix. Et puis si on peut offrir aux clients un petit peu d'économie ou plutôt de retrouver du temps pour aller fignoler et faire autre chose. Donc voilà, donc il va y avoir des changements, mais nous, il n'y aura pas demain matin personne, hein, il y aura encore du monde. Mais effectivement, il faudra voir un peu comment ça évolue. Mais il y a pas mal de jobs qui se créent parce qu'il faut les entretenir, ces robots. Donc ça demande quand même une grande maintenance, il faut les programmer, il faut les accompagner. Donc c'est un des nouveaux métiers qui arrivent. Tu as devancé un peu ma question. Après, je pense qu'il y aura aussi certains robots qui vont pouvoir faire de la maintenance, qui seront plus peut-être évolués. Les robots vont apporter une nouvelle force en fait, de travail dans l'entreprise et que tu vas exploiter d'une manière ou d'une autre. Donc, Ouais. ouais. Ouais, il faut quand même voir, quand tout à l'heure je parlais qu'un robot peut faire 20 000 mètres carrés par jour, Ouais. à la fin de la journée, il a besoin, je ne veux pas dire d'être nourri, mais il a besoin d'être entretenu, d'être nettoyé, d'être préparé pour pouvoir refaire 20 000 mètres carrés demain. Donc il y a presque, pour 20 000 mètres carrés, j'aurais envie de dire, il y a quand même 1 heure de maintenance par jour par robot. Donc c'est quand même un travail qui doit être fait. On arrive sur la fin. Moi, j'ai juste une question qui me brûlait aussi tout à l'heure. C'est que on disait qu'un robot peut nettoyer 2 fois par jour au lieu de 3 fois par semaine. Est-ce qu'on n'a pas un problème écologique sur l'utilisation de l'électricité et des produits? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on réduit de 80 à 90% l'utilisation d'eau et de produits avec ces machines, parce qu'on arrive doser au millilitre près. Voilà. Et au niveau d'énergie, ça consomme peu d'énergie. Ok, donc on n'a pas un bilan catastrophique. Non, je pense qu'on a même un bilan qui est meilleur avec les robots qu'avec l'humain. En tout cas, Patrick, je pense en tout cas, on se donne rendez-vous pour un prochain. On va essayer de garder ces 20 minutes, mais on a tellement de sujets et c'est tellement passionnant. En tout cas, je sais que tu es ouvert à partager tes expériences avec d'autres PME et c'est une des raisons de la coopérative. Puis je te remercie beaucoup pour ce premier interview pour la coopérative. Avec grand plaisir.